Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président d'honneur du MRC, Mouvement républicain et citoyen. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir madame. Alors, après des semaines agitées, des affaires qui touchent les ministres après les uns après les autres, Nicolas Sarkozy a annoncé lundi soir un train de mesures d'économie. Des mesures qui sont jugées dérisoires par certains, cosmétiques et drastiques par d'autres. Alors on écoute ce que disait à ce sujet Dominique de Villepin ce matin sur France Inter. Nous sommes dans des mesures d'économie qui se chiffreront en dizaines de milliers d'euros, peut-être centaines de milliers d'euros. Si on compare par exemple à l'avion que vient de commander le président de la République, nous parlons là de 180 millions d'euros. À la vérité, Jacques Chirac s'est contenté de moyens courriers. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec Dominique de Villepin sur ce jugement? C'est-à-dire qu'en fait, il semble juger que ce qui a été annoncé ce matin est assez anecdotique finalement, que ce sont des mesures cosmétiques. Bien évidemment, nous sommes dans l'univers de la com. Mais l'univers de la com, ce n'est pas la réalité. Donc ce sont des diversions. Donc il y a des affaires qui sont très largement aussi des diversions, qui visent à détourner les citoyens de l'essentiel. Et puis il y a des contre-attaques qui sont également des contre-attaques de diversion. Poudre aux yeux. Tout cela n'a pas beaucoup d'intérêt du point de vue des intérêts de la France. Pensez que, par exemple, M. Woerth, quand il était ministre du Budget, s'était engagé à faire 100 milliards d'économies budgétaires d'ici 2013. Quel rapport avec les chiffres qu'on nous annonce? Tout cela est ridicule. C'est mépriser le citoyen que de lui faire croire qu'on va remédier ainsi à des problèmes de fond qui naissent de l'échec d'une politique dont nos élites sont solidairement responsables. Nous assistons à la crise de la monnaie unique, mais au-delà, à la crise d'une Europe fondée sur la négation des nations. Nous voyons que cette monnaie unique part dans tous les sens, que la spéculation s'en prend aux États, selon qu'ils sont plus ou moins endettés, qu'il n'y a pas de réponse coordonnée, efficace, qu'il y a des dissensions regrettables entre l'Allemagne et la France, qu'on met en place des plans de rigueur massifs, simultanés. C'est la recette des années 30. Nous allons vers le gouffre. Et au lieu de parler de ces choses capitales, on nous amuse avec des sornettes. Bon, alors votre plaidoyer, plutôt votre accusation est assez lourde. Vous pointez du doigt la responsabilité des élites, au passage. Donc, est-ce qu'il faut les changer, ces élites? Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas changer du jour au lendemain toutes les élites d'un pays? Malheureusement. Mais vous savez, c'est pas la première fois que ça arrive. Dans les années 30, nos élites ont fait faillite. Oui. Et ça a conduit à l'effondrement de 1940. Ils ne voulaient pas faire la guerre. Donc on a vu ce que ça a donné. Et aujourd'hui, nous avons des élites qui ont soutenu le traité de Maastricht et d'autres traités encore, qui sont quand même aujourd'hui à la source d'un échec gigantesque. Nous avons une crise mondiale qui est la crise du capitalisme financier, mais se greffe là-dessus la crise d'une Europe qui a été mal pensée. Elle a été mal pensée par les socialistes, mais aussi par la droite. Les uns et les autres ont été solidaires depuis plus de 20 ans dans la mise en œuvre de cette politique qui oubliait l'intérêt national. Et ce que nous voulons, nous, je parle au nom de mon parti, mais plus généralement ce qu'il faudrait faire, c'est redonner à la France un grand projet national, un projet de développement industriel et technologique, faire de notre pays une nation qui pense à donner un avenir digne d'elle à sa jeunesse. Alors, un grand projet national, c'est ambitieux, mais est-ce que vous êtes en mesure de le faire seul, vous, au Mouvement républicain et citoyen? Seul, non. Alors, est-ce que il y a beaucoup d'internautes qui posent la question, est-ce que vous pouvez envisager de vous allier à un moment avec ce que vous appeliez à un moment les républicains de l'autre rive, avec des personnes comme Nicolas Dupont-Aignan ou avec Dominique de Villepin? Est-ce que ce sont des personnes avec qui vous pourriez travailler?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, j'ai beaucoup d'estime pour Dupont-Aignan. Bon, il fait ce qu'il peut là où il est. Dominique de Villepin a esquissé quelques mouvements intéressants. Ben, il a toujours un petit défaut, c'est qu'il a encore sa carte à l'UMP. Et je pense très franchement qu'il faut faire bouger les lignes, rebattre le système en profondeur. Alors on ne peut pas le faire tout seul, ça c'est vrai. Mais les événements vont malheureusement nous y aider. Nous sommes peut-être à la veille d'un été meurtrier. Après s'être attaqué à la Grèce, la spéculation peut s'attaquer au Portugal, à l'Espagne. Et ça, c'est un gros morceau. Et rien n'est prêt, en réalité, entre la France et l'Allemagne pour faire face. On n'a pas mis au point les moyens de dissuasion efficaces. Par exemple, des eurobonds avec le même taux d'emprunt. Non, chacun emprunte de son côté. Donc ça va aggraver la situation. Et d'autre part, la Banque centrale pourrait ouvrir le robinet monétaire, prendre en pension les titres de dette des États menacés. Alors, on voit que M. Axel Weber, le président de la Bundesbank, n'est pas d'accord. Vous avez M. Trichet qui parle de fédéralisme budgétaire. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on veut enlever au Parlement le droit de voter les budgets. Ben, c'est le contraire de la démocratie. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est un projet mobilisateur pour le pays tout entier. Alors, ce projet mobilisateur, vous pourriez, vous, le porter? Parce que votre parti donc, a décidé lors de son dernier congrès qu'il aurait un candidat à la présidentielle. Bon, c'est vous. Nous avons décidé de nous préparer à soutenir un candidat républicain. Voilà le texte de notre motion. Et moi, j'ai dit que je n'excluais aucune possibilité, je me tiens disponible, mais je dirais que si on peut trouver, je dirais à travers l'évolution même du débat, parce que ce qui est consternant, c'est qu'il n'y a pas de débat dans notre pays. Il faut donc que ces vrais problèmes soient appréhendés par nos concitoyens. Il faut faire bouger les lignes. Et pour cela, je ne vois guère d'autres moyens, malheureusement, à certains égards, que de faire en sorte qu'il y ait un candidat qui pose ces problèmes qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc si vous vous présentez, ce qui semble quand même être acquis, vous irez un peu contraint et forcé. Non, rien n'est acquis. Moi, vous savez, je n'ai pas la vocation rentrée de devenir président de la République depuis que je suis tout petit. Ce n'est pas comme ça que je raisonne. Mais je raisonne du point de vue de l'intérêt de la France. Or, aujourd'hui, la France, elle ne sait pas où elle est. Elle n'a pas de projet. Elle est, je dirais, en dehors de ses pompes. Ça ne va pas. Et il faut poser les problèmes sur la table. Et je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes incapables de faire face à une situation gravissime qui peut se concrétiser dès le mois de juillet ou d'août. Alors, vous refusez d'inscrire votre hypothétique, enfin peu hypothétique, candidature dans le processus des primaires organisées par le Parti socialiste. Alors, est-ce que vous attendez pas à ce qu'il y ait des critiques, comme il y avait eu déjà la dernière fois, sur le fait qu'on pourrait vous reprocher de finalement faire le jeu de la droite? Oui, mais comprenez, les gens ne veulent pas raisonner quand on leur parle du fond, ça les intéresse pas. Enfin, quand je dis les gens, le système politico-médiatique, je mets politico-médiatique. Ça, les problèmes de fond, ils ignorent. Par exemple, ils ne reconnaissent pas la légitimité d'une candidature dès lors qu'elle porte des idées qui sont différentes de celles des autres candidats. Et en 2002, moi, j'étais parfaitement légitime à défendre pour l'Europe une autre orientation que celle de la Constitution européenne, que le président de la République et le Premier ministre de l'époque avaient déjà présentée. Moi, je proposais un changement des statuts de la Banque centrale et je proposais un gouvernement économique pour la zone euro. C'est devenu aujourd'hui à la mode. Mais moi, j'en ai parlé il y a 8 ans. Donc, il faut quand même aller au fond. Je ne veux pas à tout prix être candidat. Je dis que si on accepte de poser les problèmes de fond, si le Parti socialiste, par exemple, est capable de faire tomber les œillères qu'il a sur les yeux, à ce moment-là, ça change tout. Mais on n'en est pas là. Et pour le moment, nos élites, en général, sont victimes de leur orgueil. Leur orgueil qui explique leur aveuglement, leur incapacité à poser concrètement le problème d'une Europe avec les nations, et pas sans elles, encore moins contre elles. C'est-à-dire une Europe qui se fait à Paris, à Berlin, jusqu'à Moscou, et avec les autres. Une Europe qui s'organise pour exister encore dans un monde de plus en plus dominé par le Pacifique, la Chine et les États-Unis. Nous sommes pris en tenaille. Est-ce que nous nous défendons? Non, nous ne nous défendons pas.
Alors, on a célébré il y a peu le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin, et on a constaté à l'occasion qu'en fait, le gaullisme, ça voulait plus dire grand-chose pour les Français. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez? Mais le 18 juin, ça voulait rien dire du tout. Hein. Sauf que le général, il avait une vue mondiale. Hein, et aujourd'hui, moi je vous dis que si on n'a pas une vue mondiale, si on ne voit pas la nécessité que l'Europe joue son rôle de locomotive avec la Chine pour aider les États-Unis à combler leurs immenses déficits, eh bien on va vers une crise toujours plus grave. Or, je constate l'échec du sommet de Toronto de ce point de vue-là. Il est grave. Il est grave, car il témoigne de cette cécité des élites, de cette vision des choses vraiment par le petit bout de la lorgnette. On vous parle de supprimer, je sais pas quoi, des collaborateurs, des primes, enfin c'est pas le problème. Honnêtement, c'est ridicule. À gauche, Martine Aubry ou Dominique Strauss-Kahn n'ont pas cette vision du monde qui, selon vous, est nécessaire. Dominique Strauss-Kahn, qui est quand même président du FMI, ils ont soutenu la monnaie unique. Donc, à partir du moment où on a soutenu la monnaie unique, ça veut dire qu'on n'a non, pas mais ça veut dire que ces gens-là doivent expliquer pourquoi ils auraient changé la vie. Or, ils ne l'ont pas expliqué. Jusqu'à présent, ils sont toujours dans les mêmes ornières. Et M. Strauss-Kahn, il avait remis à M. Prodi, président de la Commission européenne, en 2004, un rapport où il expliquait qu'il fallait faire de l'Europe une nation. Comme si l'Europe, faite de 30 nations, pouvait devenir une nation. Ça ne tient pas la route. Donc il faut que M. Strauss-Kahn nous précise ce qu'il veut faire, s'il devait devenir candidat à la présidence de la République française. Dernière question. Le Premier ministre a inauguré hier une mosquée et à cette occasion a plaidé pour un islam de paix. Et est-ce que ça ne vous a pas choqué que dans une république laïque, un Premier ministre aille inaugurer une mosquée, un lieu de culte? Non, ça ne m'a pas choqué. Ça ne va pas à l'encontre de la laïcité, des principes de la laïcité. L'islam doit être mis à la table de la République à l'égal des 3 autres religions et par conséquent, il y a un effort à faire. Je vous rappelle que j'étais à l'origine d'une consultation qui a abouti au Conseil français du culte des musulmans. Je pense que pour les mosquées, on a prévu quelques dispositions, comme par exemple la mise à disposition de terrains municipaux. Hein, et ça s'est fait déjà très largement, et ça se fera, et c'est nécessaire, parce que l'islam ne doit pas être confondu avec l'islamisme ou l'intégrisme dévoyé que nous pouvons voir. Je pense qu'il y a une certaine chaleur dans l'islam que les Français connaissent bien, car la France jadis était qualifiée de puissance musulmane. Donc ça ne vous choque pas et vous n'estimez pas que ça écorne les principes de la République laïque? Je pense que le Premier ministre a eu raison d'aller inaugurer cette mosquée. Très bien. Merci Jean-Pierre Chevènement et à demain pour une nouvelle édition du Talk Orange Le Figaro. Au revoir.